Certaines personnes nous ont écrit, nous ont proposé certains invités. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes tombés sur une personne. Jean-Marie Kassamba est l'invité de ce dimanche. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Pour les personnes qui ne connaissent pas notre invité, il est président de l'Union nationale de la presse du Congo, ville de Kinshasa, mais il est également le propriétaire d'une chaîne que vous connaissez très bien, Télé 50. L'actualité de la semaine reste dominée par la situation sécuritaire. Vous le savez très bien qu'il y a eu des assises pour essayer de trouver la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de ce sommet de Nairobi. Madame, Messieurs, nous allons parler dans votre magazine de la semaine, mais nous reviendrons également sur le processus électoral en cours. Quel bilan pour le président de la République? Il y a certains Congolais qui se sont exprimés. Vous allez le suivre tout au long de votre magazine. Notre invité est déjà là. Bonsoir Jean-Marie Kassamba. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, comme un charme. Et comment se porte l'UNPC, ville de Kinshasa? Plutôt bien. Après les états généraux de la presse et de la communication, l'UNPC est en train de redimensionner sa démarche en ce moment. Nous avons stoppé la délivrance de cartes de presse. Nous avons entamé l'écriture et l'enregistrement de tous les journalistes de Kinshasa. Je vous conseille de vous inscrire dans cet annuaire parce que bientôt, nous allons les publier, nous allons les transmettre à toutes les institutions, y compris les ambassades et la police. Au cas où vous êtes pris en flagrant délit, eh bien, on va contrôler si vous êtes effectivement journaliste de Kinshasa. Sinon, vous serez pris pour un usurpateur qui exerce ce métier en ne pas respecter l'éthique et la déontologie professionnelle. Et donc, l'UNPC est en train de mettre de l'ordre. Nous avons pris des résolutions depuis les derniers congrès que notre organisation doit seulement intégrer les gens qui sont des professionnels des médias. Avec l'arrivée de l'Internet, avec tout ce qui se passe en ligne. Et quel sera donc l'essor de ces journalistes qu'on appelle moutons noirs? Parce qu'il y a d'autres qui ont quand même bien fait l'effacer également. Quelqu'un qui n'est pas dans les règles de l'art. Ça veut dire qu'il n'observe pas la déontologie, qu'il n'est pas professionnel. On peut aider les gens qui ne sont pas encore professionnels à le devenir. Si vous persistez à être hors ce que nous avons mis en place comme organisation, effectivement, la loi frappera naturellement. Jean-Marie Kassamba, vous avez parlé des États généraux. Est-ce que nous pouvons brièvement connaître les résolutions qui sont sorties de ces assises? D'abord, les États généraux, c'était d'abord mis en place par le gouvernement précédent, c'est-à-dire le ministre Julino Makelele, concrétisé par Patrick Mouyaya, pour faire le point sur la presse, les médias, la communication nationale dans notre pays. Moi, j'ai présidé une grande commission qui s'occupait de la nouvelle politique nationale des communications. Il y avait d'autres commissions, notamment celle sur la viabilité des médias, mais également sur les textes qui doivent régir notre profession. Il ressort à peu près, allez, une centaine de résolutions qui concernent quoi? L'assainissement de ces milieux, les nouveaux textes qui doivent régir, mais aussi l'aide, la manière de permettre aux médias d'exercer dans notre métier. Je fais partie de ce comité de suivi de ces états généraux. Nous avons fait la première réunion d'évaluation. Nous sommes en train de mettre la deuxième réunion qui va se faire dans quelques jours. Nous allons, avec naturellement l'État congolais, c'est-à-dire le ministère et les services de l'État, passer par le contrôle de tous les médias, notamment ceux de Kinshasa ici, pour savoir qui est télévision, qui ne l'est pas, qui est site internet, qui ne l'est pas, pour que nous resterons dans ce métier que ceux qui ont la capacité, les moyens, mais aussi la formation pour être journaliste. Et donc, tous les travers que vous connaissez, ça va connaître une fin bientôt. Mais aussi, il y a eu la dépénalisation des crimes, ou si vous voulez bien, des délits de presse. Et c'est là que les journalistes vous attendent plus. Hein? Mais à quand l'application de ces résolutions? On est en train de mettre ça en place. Mais ça ne se fait pas sentir. Ça va se faire sentir. Je vais parler de l'annuaire tout à l'heure. J'ai déjà, notamment à travers le groupe des journalistes, le groupe WhatsApp, il faut vous faire inscrire. Mais tous les journalistes ne se retrouvent pas dans ces groupes.
Bien évidemment, si vous êtes journaliste à Kinshasa et vous n'êtes pas inscrit dans ces groupes, ça veut dire que vous ne savez pas votre famille. Si vous êtes journaliste de Kinshasa et que vous ne connaissez pas le bureau de l'UNPC, d'abord national, puis notre bureau de Kinshasa, qui est encore pour le moment, parce que nous sommes en train d'aménager, là on va s'installer pour la ville de Kinshasa, au niveau du siège, derrière la même ligne, en ville, pour ceux qui sont à Kinshasa, c'est que vous n'êtes pas journaliste. Et donc il faut vous rapprocher de vos instances de régulation, de gestion, pour que vous puissiez faire partie de la famille. Ceux qui font cavalier seuls, ceux qui restent dans leur petit coin, ceux qui sont sur Internet, ceux qui sont dans la rue, ou qui attendent les manifestations, les séminaires pour aller s'aligner comme professionnel de presse, bientôt ça sera la fin. Parce que vous allez arriver à la porte, allez, on va vous dire, monsieur, vous avez la carte de l'UNPC? Non, ne pas entrer. Les voyages de presse, la même chose. Les ministères diront la même chose. Les ambassades, lorsque vous allez demander les visas, on va vous dire, écoutez, nous avons regardé dans la nouvelle, vous ne faites pas partie, donc nous sommes désolés, vous n'avez pas votre visa. Et là, vous viendrez nous voir en catastrophe. Président, je fais partie de l'association, ou plutôt de notre organisation, laissez-moi aussi, ça sera compliqué. Mais Jean-Marie Kassamba, vous êtes bien sûr président de l'UNPC Ville de Kinshasa, oui. Mais certains journalistes vous accusent d'être un peu plus politique. Et comment vous faites pour rester dans la presse, en étant également dans la politique? Est-ce d'abord vrai que vous êtes très politique? Un journaliste, il doit être éclectique. Ça veut dire polyvalent. Moi, je fais ce métier depuis plus de 30 ans maintenant, et je me sens bien. J'ai fait aussi, je viens de déjeuner avec DS Mukangi qui vient des États-Unis. Je ne sais pas si les Congolais la connaissent, cette fille qui a été avec Bozi Boziana, Kofi Olomide, etc. Et elle fait aujourd'hui la musique religieuse, mais elle faisait autrefois la musique dite du monde. Avant-hier, j'ai reçu un écrivain. Je suis à la fois à l'aise avec les artistes et musiciens, avec les politiciens, avec les scientifiques. Je suis enseignant par ailleurs, donc j'étais à l'école militaire, j'enseigne à l'ENA, à l'ISIPA, etc. Un journaliste, c'est un polyvalent, éclectique. Je ne suis pas politicien parce que je ne fais pas partie d'un seul parti politique. Je ne connais pas. Où est-ce que je suis encarté? Officiellement non, mais officiellement certaines personnes pensent que vous appartenez à un camp politique. Lequel de camp? Je suis l'homme qui reçoit ce soir chez moi, je reçois Peter Kazadi, qui est le bras droit de Félix Tshisekedi, notre président. Avant-hier, j'avais reçu quelqu'un de l'IFCC. Et donc, GMK, il est comme ça. Quand vous venez chez moi, je vous reçois en tant que journaliste, et journaliste tout court. Mais je peux avoir des amis, je les ai un peu de tous côtés. Félix Tshisekedi, qui est mon frère de mon village, de ma famille, il est bien président de la République, de tous les Congolais. De tous les Congolais. J'ai aussi Joseph Kabila, qui est mon ami, mon frère, l'ancien président de ce pays, grand leader intemporel de notre pays. Une dernière question avant de prendre le premier dossier de notre rendez-vous de ce dimanche, Jean-Marie Kassamba. Il y a des journalistes qui estiment que vous avez des partis pris lorsqu'il faut traiter des journalistes et vous tenez plus compte des appartenances politiques. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, très modestement, j'encadre tous les journalistes, depuis toujours. Même ceux qui m'égratignent un tout petit peu, et je comprends d'ailleurs, c'est tant mieux que ça soit comme ça, parce que c'est la démocratie. Moi, je suis en quelque sorte le leader qui encadre l'ensemble des journalistes de Kinshasa. J'ai donné le là, j'ai montré qu'on peut faire de la télévision comme on est en train de la faire aujourd'hui. Là, chez vous, très modestement, j'ai contribué à cela. C'est notre génération, cette génération incarnée par la génération GMK. J'en ai beaucoup de jeunes gens qui se réclament de cette école. C'est tant mieux. Je ne connais pas, je peux vous en citer des millions de journalistes, des milliers de journalistes. Ça part de Mac Moukeba, et ça part de Eliezer Tamboué, à Beledou, ça part de qui? De Peter Chani, ça peut aller à John Lungila, ça peut aller énormément de journalistes de Kinshasa, ou ceux qui aujourd'hui œuvrent même par ailleurs. Eh bien, ils peuvent vous dire que c'est une grande école, et c'est tant mieux comme ça. Moi, je suis fier d'avoir fait ce travail, je continue à faire ce travail d'encadrement, de formation, d'orientation, j'enseigne moi-même. Ça permet à cette génération de faire la presse autrement que dans les années 80, 90, où il y avait un petit côté vétuste, un petit côté un peu archaïque,
Il faut sortir de tout cela. Vous avez contribué pour que ce soit ainsi? Bien évidemment. Aimons-nous vivants. Disons la vérité. Quand c'est le temps, attendez pas quand la personne sera allongée entre les quatre planches pour dire « Ah, qu'est-ce qu'il fait génial, qu'est-ce qu'il fait extraordinaire ». Dites-le franchement maintenant. Et je pense que, très modestement, quand je parcours nos villes, nos campagnes, ici à Congo, à l'étranger, et j'ai les mêmes congratulations, c'est tant mieux. C'est ainsi qu'on est un peu remercié pour cette contribution à une presse moderne. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine Info 7. Nous revenons sur les réalisations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Quelques éléments réalisés par la rédaction de Congo Web Télévision. Le peuple d'abord devient de plus en plus une réalité en République démocratique du Congo. Tout d'abord à Lepetcha-Kalanzadi, dans la localité de Kapiala, secteur de Kolokoso, territoire de Kenge dans la province du Kwango. Ici, les élèves de cet établissement scolaire ont retrouvé le sourire grâce à ces nouvelles conditions d'études rendues possibles par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un acte salué par ces derniers. Mbote mingi na président de la République démocratique du Congo. Et les enseignants de cet établissement scolaire ne sont pas restés indifférents. Même constat s'observe également dans la province du Kwilu, plus précisément dans le territoire de Massimanimba. Nous sommes dans les écoles primaires Mungulu, Tenda et Salongo, ce qui justifie la joie de ces enseignants qui n'ont pas hésité de remercier le chef de l'État. Comme si cela ne suffisait pas, tout récemment, le ministre de la fonction publique vient de signer l'avenant portant augmentation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Le salaire sera augmenté de 30% de ce mois d'avril, a précisé Jean-Pierre Liao. Le gouvernement de la République augmente les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État, de l'ordre de 30% pour les deuxièmes trimestres et de l'ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre. Sont concernés par cette mesure tous les personnels civils et ceux de l'armée et de la police. Parmi les réalisations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'on note aussi la centrale photovoltaïque de Lufu dans le Congo central. Celle-ci est déjà prête à être inaugurée. Sans oublier les travaux de réhabilitation de l'hôpital de référence de Kinshasa, ex-Mamayem. C'est une première initiative de la librairie Livre pour le Grand Lac. Nous avons été toujours invités avec les autres à participer à l'événement, mais cette fois-ci nous nous sommes décidés que l'on pouvait de nous-mêmes organiser cette manifestation pour que nous puissions nous rapprocher beaucoup plus des consommateurs des livres qui sont les élèves. Au cours de cette célébration avec faste de la date du 23 avril dédiée aux livres et aux droits d'auteur, 10 écoles primaires et secondaires ont participé à ce concours. 19 gagnants des écoles primaires et une dizaine des secondaires, c'est le résultat à l'issue d'un test oral. Les élèves ont lu, ils ont palpé les livres, ils ont répondu aux questions, ils ont voyagé avec les livres et ils ont aussi montré ce dont ils étaient capables. C'était le premier palier avec 10 écoles. C'était le complexe scolaire Ereka, le complexe scolaire d'Orgab, les lycées Bossangani, les lycées Sacré-Cœur, le complexe scolaire Sainte-Monique, le complexe scolaire FM. Les participants ont émis le vœu de voir que cet exercice puisse continuer chaque mois de l'animation sur le livre. Et cela nous a beaucoup encouragés. Nous avons même eu du mal à départager le gagnant parce que c'était des élèves très brillants. Si chaque école a reçu un certificat de participation, les participants ont reçu chacun un livre. Les gagnants par contre ont bénéficié d'autres prix. Je suis très fière de moi. Déjà je dois remercier les autres parce qu'on a travaillé plus en collaboration. Franchement la compétition c'était dur. C'était dur mais en même temps c'était facile aussi. Sortie première, vraiment c'est beaucoup de joie pour moi. Moi non plus je ne savais pas que je pouvais être première. J'étais tellement stressée que je ne savais pas non plus que j'allais être nominée parmi les 5 premières.
Être première, c'est cool. Notons par ailleurs que les écoles vont bénéficier d'autres prix dans un bref délai. Les participants à cette cérémonie riche en couleurs ont eu droit notamment à des scénettes et des chants. Afin de lutter contre l'ignorance, contre l'illettrisme, la librairie Livre pour le Grand Lac importe et distribue ici au Congo plus de 11 000 livres chaque année. Les rêves deviennent réalité de la Merci au chef de l'État, merci au gouverneur, merci au maire de la ville, L'électrification de la ville de Zongo, 51 ans après sa création, est un motif de fierté et de soulagement pour ses habitants qui vivaient depuis des décennies dans le noir, en face de Bangui, capitale centrafricaine éclairée 24 heures sur 24. C'est ce qui justifie une importante marche de loyauté et de soutien au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers cette action d'envergure, est en train de matérialiser sa vision salvatrice de moderniser de plus en plus cette ville vitrine de la RDC devant la République centrafricaine. Batali bolamu oyo tata mokonzi ekolo Fatu Beton azali kosala mpona intérêt ya ville ya Zongo yango wana tolokokanaki lelo tosangana totambola baforce vive baparti politique baja ya l'État bakushe nyonso tout nsima ya monsieur le maire de la ville de Zongo maître Fiazo toyebisa Fatu ke topesi ye longonia topesi ye merci. Comme vous le savez, le président de la République était de passage ici lors des inondations de triste mémoire en 2019. À en croire le maire de Zongo, Michel Siazembouyi, qui a organisé cette marche avec le concours de toutes les forces vives de Zongo, l'image de cette partie de la République est en train d'être transformée positivement grâce au leadership du président Félix Tshisekedi, qui mérite le soutien de tous ses administrés. Jean-Marie Kassamba, vous venez de suivre là quelques réalisations du président de la République, Félix Tshisekedi. Votre réaction à chaud? Bon, c'est une bonne chose hein, que le président ait fait quelques réalisations depuis ces 3 ans. Globalement, il avait la bonne volonté de faire ainsi. Il avait la bonne volonté. Il avait la bonne volonté. Il est toujours motivé pour faire des choses, mais pour réaliser quelque chose de fondamental pour ce pays, il faut une dynamique d'ensemble. C'est cette dynamique qui pose problème. D'abord, si vous regardez les 100 jours, ça devait impulser une transformation radicale, pour ne pas dire significative, de ce qui devait être le programme du président Tshisekedi. Ensuite, tous les autres programmes qui se sont complétés, ça y va des Tchilégelou, ça va jusqu'à ce que nous sommes en train de peut-être commencer bientôt le programme des 145 territoires. Il a été souvent, pour ne pas dire saboté, mais pollué par soit... Pouvons-nous dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi n'a pas fait un bon casting? Mais ça, ce n'est pas un avis isolé qui est le mien, mais c'est un avis quasi partagé par beaucoup de gens. Lui-même en tête, parce qu'il a dit à un moment donné que la difficulté qu'il a, c'est de constater, comme Joseph Kabila, que c'était très difficile d'avoir des bons collaborateurs. Et Dieu sait que il a eu beaucoup de déconvenus par rapport, en commençant par son directeur de cabinet, quelques conseillers qui se sont caractérisés par un certain nombre de scandales, et à son corps défendant, il ne pouvait pas tout faire. Un président de la République, il oriente, il donne l'impulsion. Mais ce sont les collaborateurs qui formalisent, qui concrétisent ce qu'il fait comme travail. Et donc, aujourd'hui, il y a ça et là quelques réalisations, mais pour que ça soit quelque chose de beaucoup plus significatif, important, qui doit marquer le temps, pour ne pas dire le bilan, eh ben, ça va être un peu plus compliqué. Parce que l'année prochaine, lorsqu'il faudra faire le bilan, lorsqu'il faudra cette fois-là comptabiliser province par province, domaine par domaine, secteur par secteur, les opposants, ceux qui sont dans la critique, auront plus d'arguments que ceux qui sont en train de le soutenir.
Est-ce que le temps, vous venez de le dire, que c'est un peu, si j'ai bien suivi ce que vous avez dit, c'est un peu déjà tard, le temps qui reste pour Félix Tshisekedi, mais n'y a-t-il pas un moyen pour lui de recadrer le tir et essayer encore d'avoir la confiance de la population congolaise? Mais les tirs, on doit les recadrer assez régulièrement et assez vite. Vous savez, les et surtout quand vous avez dit que cette année, c'est l'année du peuple. Bon, écoutez, l'année dernière, c'était quelle année? Exaction, si je ne me trompe pas. L'année 2020, il a eu parfois la malchance de tomber sur le Covid ou la Covid. Ensuite, il y a eu la crise mondiale. Aujourd'hui, nous avons la guerre en Ukraine. Mais tous les pays du monde rencontrent ces mêmes difficultés. L'idéal aurait été d'abord de miser sur de bons chevaux, ensuite de sanctionner, de sélectionner les cas échéants, les bons chevaux, et leur donner les moyens pour qu'il fasse la bonne politique, ou plutôt concrétise sa vision. Ceux qui soutiennent le président de la République ont du mal à structurer la pensée du président. Pourquoi? Parce que on ne jette pas souvent le canevas, pour ne pas dire le cadre qui doit être suivi. Lui-même, il avait parlé d'évaluation des gouverneurs, d'évaluation des mandataires. C'est qui n'arrive toujours pas. Mais c'est ça la difficulté. La difficulté n'est pas dans ce qui est dit, c'est dans ce qui est fait et dans les suivis. Un bon travail, le bon management, c'est la bonne gestion des personnes et des projets pour un résultat positif. C'est ça la définition du management. Or, chez nous, on est un peu dans plus d'incantations, plus de proclamations, plus de promesses, plus de... Ça frise un petit peu la propagande, un peu du populisme, que du concret. Et le concret, lui, c'est le social au quotidien. Le concret, c'est les paramètres d'un pays, c'est l'économie, c'est la sécurité. Et ça, quand vous rencontrez ces difficultés-là, c'est imparable. Donc, les gens voient que, effectivement, ça n'a pas... À l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, il avait quand même promis une justice équitable, mais lorsque il s'est adressé à la nation, lui-même a révélé que ça n'a pas été en ce qui concerne la justice. Et aujourd'hui également, les paniers de la ménagère, c'est presque un casse-tête pour les Congolais. Et là, c'était des éléments phares donc, que la population congolaise est en train d'attendre, au moins un ouf de soulagement. Ce qui n'arrive pas aujourd'hui, quelle est votre analyse? Où est-ce que Tshisekedi n'a pas touché le problème avec le président Tshisekedi, c'est que il est parti d'un bon constat. Quand on est dans l'opposition, on constate ces dysfonctionnements, on constate ce qui ne va pas. Et on critique, et parfois même sévèrement. Mais lorsque on a la chance qu'il a eue d'hériter d'un président, celui d'avant, un pays entier, une économie qui tient la route, la sécurité relative, un peu de moyens. Aujourd'hui, on dit que le trou était un peu très profond, oui, ce qui n'a pas permis au président de la République de démarrer facilement le chose. Un pays avec un trou beaucoup plus profond, mais n'a pas de réserve d'échange, n'a pas une économie, ou plutôt avec une monnaie stable, n'a pas, on va dire, une armée 8e du monde ou d'Afrique, n'a pas un gouvernement, n'a pas des institutions provinciales. En fait, Mouzé Laurent Désiré Kabila pouvait dire ça, qu'il avait effectivement hérité d'un pays en lambeaux, parce que lui, quand il est arrivé, il n'y avait rien, ni à la Banque centrale, rien. Mais il ne s'est pas plaint, il a essayé de faire quelque chose. En 1998, il y a la guerre, il est resté encore dans une situation plus que difficile, et en 2001, il a été assassiné, son fils est venu, lui, il a plutôt trouvé un pays en déliquescence. Il a rassemblé, reconstitué, organisé l'État, la première constitution, le cycle électoral, etc. etc. C'est-à-dire que sans passion, on peut facilement constater que entre les anathèmes et ce qui est dit, il y a toujours une marge. La marge est qu'aujourd'hui, je ne dis pas que tout est noir, c'est faux. Il y a un certain nombre de choses que Tshisekedi a fait. Par exemple, l'IGF, qui est
Un service qui fait peur, un service qui dissuade, un service... Mais certains politiques pensent que l'IGF, c'est un règlement de compte. Non, l'IGF, moi je connais bien Alinguete. Alinguete fonctionne dans un environnement de gens qui étaient habitués avec la prédation. De tous bords. Les majoritaires d'avant, les majoritaires d'aujourd'hui, les mandataires d'avant, les mandataires d'aujourd'hui, les élus d'avant et ceux d'aujourd'hui. Regardez dans nos institutions, le Parlement, le gouvernement, un peu partout, excusez-moi du terme, le théâtre de l'avoir, de paraître. Et donc l'IGF a créé ce qu'on appelle la peur du gendarme. Ça, si Tshisekedi peut mettre ça à son compte, formidable. Mais les retombées ne se font toujours pas sentir dans le panier de la ménagère. Parce que le panier de le social. Le panier de la ménagère, c'est ça justement le casse-tête lorsque l'économie n'est pas stabilisée. Lorsqu'on prend des mauvaises décisions, comme celle de réduire le prix d'une manière aussi automatique, dirigiste, comme à l'époque de bolchevique, on n'a rien compris à l'économie du marché. On peut dire des décisions politiques. Ce n'était pas politique, c'est populiste. Populiste. Oui, populiste. Ça veut dire qu'on dit, allez, désormais, on doit payer le billet d'avion moins de 200 $ pour aller à Lubumbashi. On ne tient pas compte qu'on n'a pas une compagnie aérienne à 50 avions, on n'a pas non plus le pouvoir d'achat très élaboré, ceux qui voyagent ne sont pas les plus nantis. Lorsqu'on dit les produits surgelés ou des consommations doivent être, on va dire, réglementés, qu'on ne doit pas avoir suffisamment... Mais l'État congolais produit quoi? Importe 90% de ce qu'il consomme. Est-ce que l'État congolais a des réserves stratégiques? Non. Ce sont les Indo-Pakistanais qui maîtrisent tout cet environnement et qui peuvent faire spéculer le prix sur le marché à leur guise parce qu'il n'y a pas de subvention. Le seul domaine qu'on a eu la subvention, c'est le carburant, si vous voulez, l'énergie. Mais si l'État congolais n'est payé pas aux compagnies pétrolières, comme ce que nous avons vécu il y a quelques semaines. On vit ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que je suis en train de vous dire. Il faut lever les options d'une manière dépassionnée, non populiste. Il faut laisser les gens compétents faire le travail qui sont. Parce que lorsque commence à insulter Fachi aujourd'hui... Avant de continuer, Jean-Marie Kassomba, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que c'est la pression de la population qui veut à tout prix voir sa situation changer, qui pousse aujourd'hui les dirigeants à prendre certaines décisions pour faire plaisir à cette population? Non, le populisme, quelquefois, pousse les gens à faire ou à dire des choses juste pour faire plaisir, sans regarder les conséquences. Lorsque il y a eu échange, si vous voulez bien, mariage FCC-Cash, c'était très bien vu, et par Kabila et par Tshisekedi. Qui a été à la base de casser tout ceci? Les gens qui sont contre la RDC. Les gens qui ne sont pas pour que Tshisekedi réussisse lui-même, qui l'ont poussé à ce divorce. Aujourd'hui... qui l'ont poussé à ce divorce. Ah, bien évidemment. Il ne fallait pas divorcer avec le FCC. Mais je pense que l'idéal n'aurait pas été le divorce. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui avaient la majorité parlementaire, légale, obtenue des urnes, qui pouvaient constituer... Mais aujourd'hui, Tshisekedi a une majorité dans l'Union sacrée de la nation. Oui, mais pour quel résultat? Pour quel résultat? Une majorité qui le fait chanter à longueur de journée. Pour obtenir une décision au niveau de l'Assemblée nationale, il faut les palissades, il faut leur donner quelque chose, il faut que Mbosso négocie, il faut une petite motivation, il faut les 1 kilo par mois. Vous avez des preuves? Dixit, c'est un secret, ça. Il y a des députés qui ont publié ce genre de choses. Vous avez suivi Matata Mpogno dans sa tribune, dans sa lettre adressée au président de la République. Et donc ce n'est pas un secret. Je vous ai parlé de la culture des consommations. Un pays comme le nôtre ne peut pas baser sa gouvernance sur le chantage. Félix Tshisekedi est l'objet de chantage. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais quand on veut balayer... Ça date de très longtemps, avant même Félix Tshisekedi. Quand on veut changer les choses, on change les paradigmes. On change les paradigmes. Moi, j'avais cru que quand il parlait de déboulonner les systèmes... Et le bic rouge. C'était changer... Oui, les bics rouges, déboulonnage, etc. J'ai pensé que c'est les systèmes qu'il fallait changer. Or, ceux qui sont le plus proches du président de la République sont plus
dans le système, c'est ceux qui étaient là avant. Si vous comptez sur 10 scandales, 8 scandales sont par les gens qui sont venus avec le président, qui étaient dans la critique. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent vite s'enrichir. C'est le constat de beaucoup. En 3 ans, vous voulez avoir une belle voiture, une belle maison, avoir un compte en banque, aller en boîte tous les jours, fêter les anniversaires, avoir 2, 3 marier, femmes. Oui, 3, 4 femmes, etc. Aujourd'hui, le Congolais, on peut dire qu'il y a eu même un sondage qui confirmait que le nombre des personnes qui portaient Félix Tshisekedi aujourd'hui a sensiblement diminué. Et que à qui la faute? À qui la faute? Aux stratèges. Aux stratèges du président. Ce n'est pas au président la faute. Le président doit être aidé. Il a fait un certain nombre de choses qui ne sont pas présentées. Aller en Mbuji-Mayi aujourd'hui, il y a en Mbuji-Mayi des travaux. Mais d'une manière structurelle, est-ce qu'on a montré ça? Est-ce qu'on montre ça? Non. Les présidents voyagent, il revient à Kinshasa, on n'a aucune synthèse. Si moi je vous pose la question, depuis que Tshisekedi est là, vous avez un seul document qui vous fait la synthèse de ce qu'il a réalisé comme travail? Non. Même les tweets du président, son tweet, qui peut être géré par un homme de confiance. Ça fait, allez, 2 ans qu'il est inactif. Le tweet du président? Oui, bien évidemment. Allez-y. Il peut avoir adopté une démarche stratégique de ne pas lui-même tweeter comme il faisait avant, en tant qu'opposant. Mais en tant que chef de l'État, il doit être pris en charge. Son parti politique... Mais il a quand même tout un service de communication, non? Écoutez, il a changé 2 fois les directeurs de la communication. Il y a un certain nombre de journalistes ou d'animateurs qui sont autour de lui. Ils doivent faire ce travail. Le travail, ce n'est pas le groupe WhatsApp. La communication, c'est un métier. Ça, alors on peut dire que Kabila s'était fait entourer des bonnes personnes en ce qui concerne la communication. À vous de le dire. Bon, Jean-Marie Kassamba, une autre question. Félix, en arrivant, il était très motivé à lutter contre la corruption. Aujourd'hui, si vous devez faire un état de lieu de la corruption en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population qui est en train de vous suivre? Ben, demandez à José Panda. Vous connaissez José Panda? Le ministre de la Recherche scientifique. Absolument, il a dit toute la vérité sur l'affaire. Je vous ai parlé sur 10 scandales, 8 sont des gens qui sont notamment dans l'arropage du chef de l'État. Ça doit interpeller. Aujourd'hui, pourquoi ceux qui attaquent Alinguete, soit sont de l'IDPS, soit sont ceux de l'entourage. L'union sacrée de la nation. C'est inadmissible. Parce qu'Alinguete ne fait que... Le fait étant ministre de l'EPST Alinguete. Il ne fait que concrétiser la démarche et la vision du président en matière de lutte contre la corruption. Pourquoi Alinguete a des prix et de congratulations qui viennent, y compris des États-Unis, des Français, etc. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne le méritent pas. Bon, il mérite quoi alors? Qu'il ne le mérite pas. Il mérite quoi alors? Parce que lui, il serait aussi dans ce qu'il dénonce. Lorsqu'il ne retrouve pas sa part. Bien au contraire, si Alinguete était dans une dynamique de corruption, Dieu sait combien on lui propose des choses par des gens qui veulent de la prédation. Faisons telle opération, il y a des 100 millions de dollars, prenez la moitié, prenez 10%, etc. On pensait que ces messieurs étaient pour la chasse aux sorcières les gens du FCC, les gens de Kabila, les gens du PPRD, etc. C'est ce qu'on disait lorsqu'il est arrivé. Tout le monde était d'avis, voilà, il faut extirper Kabila et les siens de l'environnement, etc. Mais quand il a commencé à attaquer ceux qui sont arrivés, en leur disant, écoutez, donnez plutôt l'exemple, il est devenu la bête noire. Malheureusement, c'est notre pays qui est comme ça. Et Félix Tshisekedi devait protéger Alinguete. Non seulement le protéger, lui donner plus de moyens pour qu'il fasse ce travail, qu'il fait d'ailleurs avec beaucoup de difficultés. Moi, je ne suis pas ami à Alinguete. Je constate tout simplement que c'est quelqu'un qui est très courageux, qui fait du bon travail, malgré les attaques dont il est l'objet, il continue à faire son travail. Et comment vous trouvez aujourd'hui ce que fait le ministre des Finances, Nicolas Kazadi? Pour certaines personnes, Nicolas Kazadi
travaille contre les actions du président de la République. Ah, c'est ce que dit l'IDP, c'est certain. Et surtout dans le Kasaï également. Est-ce que c'est tout à fait condamnable, compréhensible, que ce qu'on reprochait à Sélé, l'ancien ministre des Finances, on le reproche 4 fois à Nicolas Kazadi. Gabriel Moukia également l'a dénoncé. Est-ce que c'est tout à fait normal qu'un ministre des Finances d'une république ne répond jamais au téléphone? Personnellement, je suis le patron, ni au courrier, ni au téléphone. Moi, je suis patron de la presse de Kinshasa, avec autant de journalistes. S'il y a un sujet, que ce soit quand il y a eu des soucis avec la CENI, que ce soit tel ou tel dossier, vous l'appelez, il ne prend jamais le téléphone, vous lui écrivez, il ne répond jamais. Voilà. Et là, c'est un ministre des Finances. Oui, la redevabilité, Samalou Kondé, qui est Premier ministre de la République, il répond. Il rencontre la presse. On a organisé un déjeuner avec Samalou Kondé. Et comment est-ce que vous savez, un ministre, c'est un serviteur. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la suffisance. Ce n'est pas quelqu'un qui ne rend pas compte. Surtout pas à la presse. Mais au Congo, on a l'impression que le ministre se dit qu'il est déjà arrivé et qu'il n'a pas de compte à rendre. Arrivé où? Et qu'il n'a pas de compte à rendre. Arrivé où? Parce que lorsque l'État, lorsque la population, lorsque la nation va regarder ce qui est fait pour son compte, ou en son nom, eh bien, il n'y aura pas de ministre. Rappelez-vous que l'État congolais est aujourd'hui dans une phase de surendettement dont on n'a pas besoin. Nous sommes à presque 8 milliards de dollars. Joseph Kabila en avait laissé quoi, moins de 3 milliards. Il avait effacé les 13 milliards avec le gouvernement de Mosito à son temps. Mata Tamponio avait stabilisé ce pays, y compris au niveau de la monnaie. On était quasiment en fonctionnement sur fonds propres, beaucoup d'investissements sur fonds propres, y compris les élections de 2018. Aujourd'hui, nous sommes à aller demander nous avons la main tendue au Fonds monétaire, à la BAD, partout, même les 1 milliard, même les 500 millions. Voilà. Pourtant, nous avons la capacité de mobilisation de moyens très significative. Nicolas Kazadi, c'est l'un des hommes de confiance du président de la République. Oui. Il devait quand même se comporter comme le président de la République. Alors, selon vous, pourquoi il se comporte de la sorte? Posez-lui la question. Posez-lui la question. La question est que, est-ce que le gouvernement des Warriors a besoin d'un ministre des Finances, d'après ce que nous recevons comme élément, qui se préoccupe plus de la dette intérieure de certains acteurs que d'autres. Il y a beaucoup de Congolais qui ont presté pour l'État, qui ont fourni des biens pour l'État, qui ne sont pas payés. On va vous dire qu'il arbitre. Oui, il arbitre, d'accord, mais il faut tenir compte des intérêts. Il y a beaucoup de dossiers, les dossiers des chinchards, les dossiers des avions, les dossiers des carburants. Il y a énormément de dossiers comme ça qui portent atteinte à la stabilité de ce pays. Si les pétroliers, par exemple, ne sont pas payés... Les pétroliers. Le panier de la ménagère dont vous parlez, la stabilité. Au Katanga, les miniers ont posé problème. C'était l'intervention du Premier ministre en personne pour dissuader, convaincre ces pétroliers de fournir les miniers pour que les activités économiques continuent. Les mines, c'est 80% des revenus de l'État congolais. C'est pour ça que je vous dis que sur le plan stratégique, il nous faut un leadership visionnaire. Un leadership visionnaire. Absolument. C'est qui manque jusqu'à ce jour. Mais c'est qui dit la population. Suivez la chanson, ou les chansons des jeunes aujourd'hui. Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de Info 7. C'est une journée très chargée pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui n'entend ménager aucun effort pour voir les communautés katangaises et kassaïennes vivre ensemble et dans une cohabitation pacifique. C'est dans cette optique que le chef du gouvernement a reçu en audience à Lubumbashi une délégation des représentants des associations socioculturelles du Grand Kasaï à laquelle se sont jointes les autorités traditionnelles de cet espace. Se confiant à la presse au sortir de cette audience, le coordonnateur de la communauté kassaïenne vivant au Grand Katanga a souligné que cette rencontre avec le Premier ministre était essentiellement focalisée sur la paix entre les deux communautés. L'opinion doit retenir que nous avons retenu qu'il faut qu'il y ait la paix
parce que tout le monde a besoin de la paix et qu'on puisse structurer et organiser les domaines économiques afin de pouvoir freiner ou améliorer les conditions de l'exode rural. Pour sa part, Sa Majesté Lemba Lemba, le chef coutumier des Kabea Kamwanga dans le Kasaï oriental, a formulé quelques pistes de solutions au gouvernement afin que les deux communautés continuent à vivre paisiblement. Nous vous remercions. Nous sommes venus vous rencontrer pour chercher à mettre fin au mécontentement et à la mort entre les Kasaïens et les Katangais. Nous, chefs coutumiers, nous ne faisons pas la distinction entre les Katangais et les Kasaïens. Nous refusons que le sang des Congolais coule. Les différentes parties se sont convenues au finish de faire taire le langage du tribalisme et des discriminations. Pour ce deuxième jour de la conférence sur la paix sociale, le patron de l'Intérieur a plus insisté sur la nécessité d'une paix sociale entre les communautés kassayennes et katangaises. J'ai essayé de parcourir les quelques communes de la capitale du Haut-Katanga. Je n'ai pas rencontré, ou je n'ai pas encore rencontré, deux ressortissants du Kasaï et deux Katangais en train de se battre dans un quartier donné. J'ai comme l'impression que oui, des problèmes se posent, mais on ne sait pas dire de quoi il est effectivement question. S'agit-il de tensions communautaires parce qu'il y a des Katangais qui ne veulent pas voir des Kassaïens? Je ne pense pas qu'il s'agisse de cela. Il faut que, comme responsables, les gouverneurs, les assemblées provinciales, le gouvernement de la République, nous puissions nous mettre en tête qu'il y a cette situation socio-économique qui ne va pas à travers la République et plus particulièrement dans ces deux espaces ici, qui pose problème, et il suffit qu'on améliore cette situation socio-économique pour que les choses puissent changer, et on va voir Kassaïens, Katangais qui se donnent de petits coups d'amour, tout simplement, au lieu qu'on puisse nous amener cette histoire de tension communautaire. On ne sait même pas comment bien la définir. Qu'est-ce qui sera la cause à la base? À la base, effectivement, c'est le tissu économique qui a fortement dégradé. En réalité, c'est la situation socio-économique qui se pose et le gouvernement devra faire des efforts pour que cette situation puisse changer. Les autorités traditionnelles du Grand Katanga ont à leur tour évoqué le problème de la cohabitation et d'intégration des communautés kassayennes. Juste après, les autorités traditionnelles et les associations culturelles du Grand Katanga, de la FEC, du Haut-Katanga et de l'Oualaba, les chefs des confessions religieuses, les partis politiques de l'Union sacrée et d'autres personnalités ont abordé la question de la sensibilisation responsable pour garantir la paix sociale entre les deux communautés. Jean-Marie Kassamba, quel est le travail d'un journaliste? Parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion, des mots viennent un peu de partout en ce qui concerne ce que font les journalistes aujourd'hui. On accuse certains journalistes d'être à la base des polémiques, et même la situation aujourd'hui entre les Katangais et les Kassaïens, on dit que certaines personnes estiment que ce sont des journalistes qui sont à la base de cette tension. Non. Malheureusement, c'est d'abord les politiques eux-mêmes. Lorsque il y avait le maréchal Mobutu, en 1993, Étienne Tshisekedi, Premier ministre, les politiques à l'époque, Luferi, avec Kumwa Kumanza, avec Ngoz Garlibond, ont instrumentalisé la jeunesse du Katanga de son temps pour dire il y a maintenant un Kassaïen à la tête du gouvernement Kinshasa, et il y a beaucoup de Kassaïens ici au Katanga. Il faut que ces gens rentrent chez eux parce que il nous manque du respect. Là, c'est lorsque le feu Tshisekedi... Étienne Tshisekedi, Premier ministre. Premier ministre. Lorsque Félix Tshisekedi devient président de la République,
encore dans certains milieux katangais, on dit que ces gens sont arrivés, il y a beaucoup d'arrogance, ils ne nous respectent pas, il y a beaucoup de motards qui ont fait des déplacements, qui sont ici au Katanga et même dans d'autres provinces, etc. Il faut que ces gens rentrent chez eux. Les politiciens surfent là-dessus et enveniment la situation. Certains instrumentalisent certains médias parce que certains médias travaillent ou sont créés par ces politiciens pour allumer le feu. Ça, c'est, on va dire, ce qui est le plus visible possible. Mais pourquoi ça vient toujours du Katanga? Mais alors que les Kassaïens se retrouvent un peu partout. Oui, mais c'est parce que les Katanga, d'abord, entre les Katanga et les Kasaï, c'est pas deux peuples, c'est un seul peuple. Malheureusement, ils vivent comme si c'est pas un seul peuple. Ils viennent tous des Sangalubangu, là-bas. Mais le Belge, à l'époque, ils avaient voulu séparer, comme ils avaient séparé d'ailleurs les Kassaïens de l'Ouest et de l'Est. Moi, je suis le produit des Kassaïens de l'Est et de l'Ouest. Ma mère est des Chikapa, mon père est des Kabekamonga. Mais en 1960, les Belges avaient dit « Attention, ces Kassaïens de l'Est sont venus ici, ils sont dans le mine fourmilière là-bas, ils sont dans la production agricole, et ils sont dans tous les postes, il faut qu'ils rentrent chez eux, alors qu'il n'y avait même pas encore chez eux, Mboujema, il n'existait pas. » Mais je reconnais dans le chef des Kassaïens de l'Est une certaine suffisance, une certaine façon, on va dire, d'aborder les choses sans tenir compte de l'environnement immédiat. L'histoire de Tokonyata, Bakaya, tout ça, c'est un peu l'adrénaline qui est chez les Kassaïens. C'est qu'il faut aussi cultiver, comment dire, travailler sur ça. Les journalistes ne font que répercuter ce que les Kassaïens eux-mêmes créent. En réalité, il n'y a aucun problème. Les Congolais s'aiment, il y a beaucoup de mariages, beaucoup de mixages, province par province, mais quand on stigmatise, on dit Félix Tshisekedi, il nomme ses frères partout, il commence à avoir un peu trop d'arrogance de ces gens ici. Et les politiciens avant ça, on a dit qu'un Kassaïen ne pouvait pas être président de la République. Ça, c'est les Belges. Comme il disait à l'époque, il faut laisser plutôt le pouvoir soit au Bas-Congo, avec Kassavogo, c'est un peureux, lui il ne peut pas faire quoi que ce soit, les Bas-Congo sont des peureux, il faut donner l'armée aux gens de l'Équateur, parce qu'ils sont des belliqueux, ils ont un champ sans chaud, et il faut plutôt former les gens des Bandundu, ce sont des matheux, ils aiment les lettres, etc. Et puis, les Kassaïens, eux, il faut qu'ils soient les techniciens dans les bureaux, il ne faut pas leur donner la signature. Diviser pour mieux régner, c'était comme ça. Mais il appartient aux Congolais d'avoir un leadership visionnaire, je vous le répète, de rassembler. Nous sommes un pays mosaïque, 145 territoires, autant de dialectes, 450, plus que ça. Les Marshal Mobutu l'a fait avec beaucoup de magistrats, beaucoup de tact. Il permettait tout le monde, il nommait tout le monde. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de bon de ces assises qui se tiennent dans le Haut-Katanga? C'est épisodique, c'est accessoire, c'est superficiel. Le problème n'est pas politique, le problème il est économique, il est social. Lorsqu'il n'y a pas de production au Kasaï oriental, au Kasaï occidental, au Kasaï central, comment voulez-vous que la jeunesse y reste? Ils ne vont pas y rester. Ils vont venir à Kinshasa à pied. Ils vont monter dans ces wagons. Ils viennent à Kinshasa à pied. Ils passent par Chikapa, Bandundu, ils sont ici à Kinshasa. Joseph Kabila a commis l'erreur de mettre le pont sur la Luangue. Eh bien, on n'a pas besoin de prendre le bac. Juste le vélo, la moto, on traverse. Quelques jours, on est à Kinshasa. Et vous les trouvez ici, mes frères et sœurs, plutôt plus de frères et de sœurs, à Kinshasa. Donc, Mnongo avait quand même raison de dire qu'il faut construire chez vous. C'était une interpellation. Il n'a pas raison de le dire aussi trivialement. Ce qu'elle dit, moi, je l'ai dit plusieurs fois. Je suis allé au Kasaï, chez moi, en 2016, à l'occasion de mes 50 ans. Je suis allé à Mweneditu, je suis allé à Chilenge, à Ngandajika, à Kabekama, à Miabi. J'étais en colère. J'étais même en... Alors qu'on a eu quand même beaucoup de Kassaïens à la tête de certains institutions. Énormément. Et qu'est-ce qui a manqué? La volonté politique et l'amour du coin. Il faut aimer chez soi. Aimer chez soi ne veut pas dire être donc Matata Mpogno est quand même une personne à féliciter. Hein? Mais plus qu'à féliciter.
Si les gens disent que Matata a volé, alors volez comme Matata. Volez, construisez chez vous, désenclavez vos villes, asphaltez vos capitales provinciales, construisez les écoles, les dispensaires, les hôpitaux, les universités, comme l'université Mapon. Qui est Ce que devenu j'ai aujourd'hui une référence. toujours reproché au maréchal Mobutu, à tous les leaders de l'Équateur, c'est n'avoir rien fait à l'Équateur. Aller en Mbandaka, c'est un grand village. Mbandaka, grand village. Il fallait attendre l'arrivée de Guy Londo aujourd'hui pour voir quelques réalisations. Et il est combattu, Guy Londo. C'est pour vous dire, la culture de ce pays, ce n'est pas une bonne culture. Donc, les personnes qui disent que l'ennemi de la RDC, c'est le Congolais lui-même. Bien évidemment. Qui est de mèche avec les Rwandais, avec les Ougandais? Ce sont les Congolais. Allez à l'Est. Qui trafique sur le lac Kivu? Qui sort nos minéraux? Vous avez vu combien d'images de Congolais, y compris des femmes, qui fournissent des munitions au Codeco, M23, etc. Les assises qui se tiennent dans le Haut-Katanga, vous avez essayé d'en parler à la place de ce qui est fait maintenant par le Premier ministre. Qu'est-ce qui devait être fait? Il faut décréter une économie offensive. Il faut que le Premier ministre, chef du gouvernement, avec cette politique des 145 territoires, ne donne pas l'argent aux élus, ne donne pas l'argent aux fausses ONG qui sont en train d'être créées en ce moment. Déjà, c'est en cours. Il ne faut pas donner l'argent aux ONG. Et comment ils doivent procéder alors? Il faut que les gens créent des vraies sociétés. Ces sociétés doivent emprunter de l'argent au FPI ou travailler avec les SECO, avec des garanties, avec des contrôles. Vous n'arrivez pas à réaliser la route, on vous arrête, on confisque. Vous n'arrivez pas à faire le champ pour lequel vous avez pris les crédits, on vous arrête. Si l'erreur sera commise de donner cet argent aux ONG qui sont montées en ce moment par des politiciens, dit voilà, moi je suis du parti au pouvoir, j'ai mon ONG de développement dans mon tel coin, ils vont voir le Premier ministre qui donne quitus à votre projet, on vous donne l'argent, au lieu que l'argent aille là-bas pour développer, ça va construire des villages. Des intérêts personnels. Eh bien, ça sera un fiasco, comme ça a été 100 jours, et Tchilégelo accessoirement. Avant de prendre le troisième dossier, Jean-Marie Kassamba, une question d'un internaute. Oui. Qui dit pourquoi Jean-Marie Kassamba a de la haine contre le président de la République, Félix Tshisekedi. Enlever haine. Je suis un journaliste. Et un journaliste, ça doit analyser avec objectivité. Ça doit analyser avec des éléments d'appréciation. Il faut enlever de l'émotion. Il faut enlever, excusez-moi du terme, de la convenance automatique. La convenance automatique sous-entend qu'on regarde tout avec béatitude. Et Félix Tshisekedi, c'est mon sang, c'est quelqu'un de mon village, de ma famille. Oui, oui, c'est comme il est dit lui-même. Mais lorsqu'il n'est pas aidé, il faut le dire. Parce que tout ce que j'ai toujours dit, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand je disais que Chute Katende, saboté par les Congolais, saboté par les Kassaïens, Félix Tshisekedi a donné les moyens à un conseiller du Kasaï, toujours les conseils, pour aller chercher ces outils qui sont encore, qui pourrissent en ce moment au niveau du Katanga là-bas. Quand il est arrivé lui-même à Chute Katende, qu'est-ce qu'il a constaté? Amèrement, que c'est encore en jachère. Est-ce qu'on a terminé avec le port d'Ndomba? Est-ce qu'on a terminé avec Lukelenge? Est-ce qu'on a terminé avec la route Mujima-Kananga? Finalement, il faut chercher des étrangers ou quoi? Il faut peut-être sanctionner. Lorsqu'il a fait le tour au Kasaï, qu'il a vu que ça n'a pas fonctionné, aussitôt revenu à Kinshasa, moi je m'attendais à ce qu'il prenne des mesures radicales. Malheureusement. Et il en a le droit. Malheureusement. Il en a les droits et il a la signature, le fameux bic rouge. Il pouvait réunir tous ses conseillers, notamment ceux qui ont travaillé sur les dossiers. Messieurs, venez, j'ai constaté qu'il manque ça, ça, ça. Malheureusement. Demain, les ordonnances tombent. Ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque. Il y en a de la main-d'œuvre. Dire ça,
Ce n'est pas ne pas aimer le président, notre frère. Madame, Messieurs, prenons à présent le troisième dossier de cette rétrospective. Nous allons partir dans la partie est de la République démocratique du Congo pour parler de la situation sécuritaire. Inspecter les troupes et les commandements déployés dans la partie nord de la province, ainsi que les encourager à intensifier les combats contre les terroristes ADF, voilà l'objet de la mission qu'effectue le gouverneur militaire du Nord Kivu à Beni, où il est arrivé ce jeudi 21 avril 2022. À sa descente de l'hélicoptère gouvernemental à l'aéroport de Mavivi, le lieutenant-général Constantin Makongba a été accueilli par les commandants des opérations conjointes FARDC UPDF et les commandants entrant et sortant des opérations Sokola 1 Grand Nord. Un message, nous sommes toujours en opération. Quel message encore donner et encourager surtout les hommes qui sont sur le terrain, les officiers qui nous entourent, que la guerre continue. Nous devons tout faire et je les encourage de continuer parce que l'ennemi aujourd'hui, vous savez, est sous pression militaire et que ça doit s'intensifier pour qu'on vienne au bout de ces phénomènes ADF. Dans la suite du gouverneur, on note la présence de ces deux conseillers principaux, les généraux des brigades Yang Badani et Ekenge Sylvain, respectivement en charge de la sécurité et communication. Peu après, l'autorité provinciale a pris la direction de son quartier général au camp militaire Mambangu, où il a eu une séance de travail avec ses collaborateurs. Question de faire le point de la situation sur différentes lignes de front dans cette contrée. Compte tenu du caractère hautement sensible du sujet traité au mini-sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo, la présidence du Kenya avait verrouillé tout accès à la presse. Après 4 heures d'échange entre le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les ministres rwandais des Affaires étrangères représentant son président, les sommets quadripartites de Nairobi a pris un certain nombre de résolutions, dont la plus importante reste l'engagement de tous les chefs d'État de la communauté à se joindre et à soutenir les processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. Le sommet a lancé un ultimatum aux différents groupes armés locaux à déposer immédiatement les armes et à rejoindre les processus PDDRCS mis en place par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant aux groupes armés étrangers, ils doivent aussi déposer les armes et se rendre auprès de leurs États respectifs, puis renoncer au métier des armes. En cas de refus, précise les communiqués final, la force militaire régionale de la East African Community, opérationnelle dans les tout prochains jours, va les y contraindre. À ces sujets, justement, les sommets a recommandé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'écouter les différents groupes armés locaux et leur passer les messages de réinsertion tels que définis par le PDDRCS. Pour prêcher par l'exemple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va rencontrer ce vendredi 22 avril ici à Nairobi au Kenya une dizaine de groupes armés actifs dans les provinces d'Elituri, Nord et Sud Kivu. Il ne s'agit pas d'une négociation avec un groupe armé quelconque, mais chacun d'eux devrait saisir la balle au bon. Les sommets s'est félicité de la participation en qualité d'observateur du secrétaire général des Nations Unies, président de la Commission de l'Union africaine, des secrétaires généraux de la CIRGL et de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les États-Unis d'Amérique et la France ont, eux, participé en qualité d'interlocuteurs bilatéraux. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait nommer incessamment un envoyé spécial pour le suivi des résolutions au sein de la East African Community.
Sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, madame, monsieur. Vous le savez très bien que l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le président de la République a été prorogé pour la 6e fois par la représentation nationale, bien que certains élus ne sont toujours pas d'accord avec cette prorogation. Est-ce l'état de siège est une solution pour la paix dans ce coin du pays? Partiellement. Pourquoi partiellement? Parce que l'État congolais va maintenir la paix sur son territoire avec une force de dissuasion permanente. Avec des forces armées bien outillées, bien formées, avec des moyens conséquents pour faire ce travail. Tout ce qui peut être fait d'une manière transitoire, accessoire, avec des opérations ponctuelles, ne font que atténuer la douleur, mais les prédateurs ne vont pas désarmer. On continue à tuer. Bien évidemment. Je vous ai dit que les prédateurs ne vont pas désarmer. Pourquoi? Parce que c'est vital pour eux. Le Rwanda vit grâce à la RDC, aux minéraux de la RDC. Le Rwanda. Au pâturage de la RDC. Au territoire de la RDC. Regardez le Rwanda qui va prendre des engagements avec la Grande-Bretagne pour venir des gens qui vont être plantés sur le territoire de la RDC et à la barbe de la RDC. Et jusque-là, il n'y a pas encore, dans le chef des Congolais, une prise de conscience qui sont menacés. Le Rwanda qui vient à Brazzaville, qui prend des engagements pour disponibiliser des territoires à Maluku, en face de la capitale de la RDC. Ça veut dire on peut y installer une base avancée, on peut y installer des installations, on peut écouter, on peut avoir des troupes avancées, on peut faire ce qu'on veut. Entre-temps, les Congolais sont plongés dans des... Mais les Congolais sont distraits. Ils sont dans le tribalisme, ils sont dans les fatigues-béton, ils sont dans les discussions entre pasteurs avec les sextapes, etc. Ils ne voyaient pas que la survie de leur pays... Entre-temps, le Rwanda travaille pour prendre une partie de l'Est. Bien évidemment, le Rwanda travaille. Le Rwanda a toujours travaillé depuis longtemps. Quand vous allez embrasser les Rwandais, vous les tapotez dans le dos, mon frère, etc. Ils s'en fichent royalement, les Rwandais. Ils savent que dans chaque tête de chaque Rwandais, il est écrit, en naissant, regardez en face là-bas, c'est chez vous. Ces territoires-là, vous pouvez aller y faire des choses. Mini-sommet de Nairobi, une faiblesse pour la RDC? Ben, c'est une des conséquences de notre faiblesse, oui. Il y a les FDLR ici au Congo. Il y a le ADF ici au Congo. Est-ce qu'on a poussé l'Ouganda à aller discuter avec les représentants des ADF? L'Ouganda se donne même le toupet de traverser la frontière, de venir chez nous pour anéantir les ADF chez nous. Le Rwanda, à plusieurs reprises, à l'époque de Joseph Kabila, avait fait la même chose. Allez, on va faire au Mondiao et tout, on va aller attaquer le FDLR, les Interamwe, en RDC. Joseph Kabila leur a permis une fois, il a refusé les autres fois. Et il leur a fait la guerre. Et il a effectivement neutralisé les M23 avec la brigade Mamadou Ndala, etc. Et quand Félix Tshisekedi, il change de politique, il dit on va s'entendre avec ces gens, peut-être qu'en discutant avec eux, ça va fonctionner. Mais finalement, pendant que eux, ils disaient toujours oui, on est des frères, etc. Mais attendez, on vous le fait dans le dos, hein, tranquillement. Mais jusqu'à quand? Mais pendant qu'ils étaient à Nairobi, mais les M23 attaquaient nos positions. On a arrêté même des officiers rwandais. Le gouvernement militaire les a présentés avec identité à l'appui. Le Rwanda rejette toujours que ce ne sont pas ces officiers. Comment voulez-vous que le Rwanda ne rejette pas? Mais finalement, quelle doit être maintenant l'attitude de Félix Tshisekedi face au Rwanda? Il doit renforcer notre capacité de dissuasion. Nous avons, madame, plus de 150 000 hommes. Moi, je suis formé au CHEST, ces collèges de hautes études en stratégie défense. Nous avons même notre think tank qui réfléchit à la stratégie de ce pays. J'ai enseigné, j'ai donné une conférence il y a une semaine à l'école des guerres. Nous avons des militaires de valeur. Ces militaires, il faut leur donner des moyens, il faut leur donner de la matière. Nous avons
nos forces de renseignement, à qui il faut donner les FCR, ces fonds de recherche, pour extirper ces Rwandais qui nous infiltrent jusqu'ici à Kinshasa, jusque dans nos institutions. Mais ce n'est pas par là que le président de la République devrait commencer. Alors, c'est ce que je vous ai dit au début de cette émission. Les conseillers diplomatiques du président, les conseillers stratégiques du président, les conseillers, les agents, mais ils doivent travailler sur ça. C'est ça leur boulot. La défense. C'est peut-être pour ça que les stratégies prises par l'armée congolaise ne réussissent pas toujours à 100%. Mais parce qu'on est infiltré. C'est parce que nos officiers, certains même de nos responsables, sont instruits, pour ne pas dire briefés depuis le Kigali. Il y a des représentants de Kigali ici. Avant de prendre telle ou telle décision, on leur dit oui, bon, il faut plutôt nommer cet endroit, voilà. Qui sont écoutés avec les androïdes, etc. Il y a les députés nationaux Juvenal Munobo qui a même dit que ni la force conjointe régionale ni le dialogue n'apporteront la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, je vous ai dit que quelquefois, on manipule même les élus. Ce qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir comme Poutine des vraies forces armées, capables de faire des guerres d'anticipation, de prévention. C'est ce qu'il faut maintenant. Bien évidemment. Imaginez, comme Tshisekedi lui-même l'avait dit avant qu'il soit président, je vais implanter l'état-major à l'Est. Et il implante effectivement l'état-major à l'Est, avec des avions, des hélicoptères, des drones, beaucoup de troupes, des patrouilles sur le lac Kivu. Qui va blaguer? Personne. Il a même dit parce que le Rwanda et l'Ouganda fonctionnent à 20 km, 30 km, 50 km au plus tard, au plus vite, au plus loin de leurs frontières. Et au-delà, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de propulsion. Ils ne peuvent pas arriver jusqu'à Kisangani et être opérationnels. Les Rwandais ont tenté ici à Gitona. Ben, ils ont été défaits par les Angolais. Ils ne peuvent pas. Les Rwandais étaient ici à Kinshasa. Ils ont été ramassés par la population ici, vous vous rappelez, en 98. Mais quand ils font une stratégie de venir en face à Maluku et qu'il n'y a pas une réprobation générale, on a vu que la diaspora seule a commencé à parler. J'ai entendu timidement au niveau de l'Assemblée nationale une question, voilà, il faut que le ministre vienne nous expliquer. Enfin, pour votre survie, il faut que le ministre vienne vous expliquer. Où sont les ONG qui nous bassinent à longueur de journée? Ne touchez pas à mon drapeau, ne touchez pas à ma constitution, les pays, ma bélé, tout ça. Où sont-ils? Silence des cathédrales. On peut dire qu'ils sont aussi... non, parce que souvent, ce sont des ONG alimentaires, gérées par des officines, gérées par les ambassades. Et ces ambassades... Donc des ONG taillées sur mesure. Oui, c'est-à-dire que ce sont des ONG qui vont à Copenhague, à Londres, on leur donne des manipuler. Et lorsqu'ils veulent prendre une position radicale, leur mentor leur appelle, oui, non, mais ce communiqué-là... il faut laisser tomber. Écoutez, Mukwege, moi je l'aime bien, Mukwege. Est-ce que vous l'avez entendu offensif sur cette affaire? Non. Ça dit beaucoup, ce silence-là. J'aurais voulu, moi, que Mukwege fasse des communiqués musclés contre le Rwanda, contre l'Ouganda, contre les multinationales. Même les églises aujourd'hui. Où sont les églises? Toutes ces églises aujourd'hui sont dans le processus en cours, le processus électoral. Oui, mais alors, si vous allez être élu à Kinshasa et qu'il y a à Maluku ici une base arrière, on vous envoie un petit missile au Palais du Peuple et ensuite... Et cela doit interpeller aussi la population. Mais bien évidemment, bien évidemment. Et la presse y compris. Et la presse. Et si on parle de la presse, le président de la presse de Kinshasa. Oui, mais on peut faire ce qu'on peut, madame. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. C'est sonner d'alarme qu'on tire à chaque fois. Ça doit interpeller les gens qui ont la signature. Mais combien de reportages aussi sont diffusés dans nos chaînes lorsque il y a quand même des résultats donnés par... Suivez Télé 50, vous allez voir les émissions spéciales, vous allez voir les gens que je reçois, vous allez voir les types de questions que je pose.
J'ai une chronique qui s'appelle Les dessous des cartes. J'explique tout ceci. Ce n'est un secret pour personne. Congo Web également, on parle dans ces journaux. Une dernière question avant de prendre l'avant-dernier dossier. Oui. Aujourd'hui, il y a des élus qui demandent la levée de l'état de siège. Distraction. Distraction. Madame, Messieurs, le 4e dossier de votre magazine. Des questions importantes inscrites à l'ordre du jour. Le premier point, c'est la communication du président. Et ensuite, cette conférence a été présidée par le patriarche, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso. Le premier point, c'est la communication du président. Dans la communication, il a été question de communiquer aux différents présidents des groupes parlementaires et des commissions, c'est-à-dire des organes techniques et de consultation de l'Assemblée nationale, le calendrier faisant état du dépôt de candidature pour pouvoir au poste du premier vice-président qui est vacant. Et le président de l'Assemblée nationale a été explicite là-dessus. Ce poste revient à une des composantes de la majorité, et précisément la composante cash. Un calendrier sera publié dans les jours qui suivent avec les dates précises pour le dépôt des candidatures. Le deuxième point, essentiellement, il est question de parler du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale, précisément en ce qui concerne les députés. Et lors de la précédente réunion de la conférence des présidents, il s'était révélé qu'il était opportun de parler de la question de l'absentéisme des députés dans des séances plénières. Alors, les rapports ont été élaborés, nous avons compilé toutes les listes, un tableau a été établi, les absents sont connus, une commission spéciale sera constituée, dont les députés seront convoqués pour pouvoir venir justifier et présenter leurs éléments de défense, et après, une décision sera prise pour décourager ce genre de pratiques. Accompagné par les députés membres des partis politiques du regroupement politique Cap pour le changement, le professeur André Mbata a déposé sa candidature au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale pour remplacer Jean-Marc Kabunda Kabonde. Réagissant face à la presse, le président des parlementaires de l'UDPC allié, Léon Moubikaï, soutient que le choix d'Mbata est accepté à l'unanimité. Ils sont tous convaincus que ce dernier sera à la hauteur de ses fonctions. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt des candidatures en remplacement de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale qui était membre du parti. Et il a fallu qu'on le remplace par un membre du parti. Ici, je suis venu avec les autres collègues accompagner notre ami André Mbata pour déposer sa candidature au nom du parti. Non, c'est le choix du parti et c'est sous le leadership du parti que nous sommes en train d'agir. Nous savons que selon les règlements intérieurs, cette place-là revient à l'UDPS. C'est pour cela que nous sommes venus déposer, selon l'article 27 du règlement intérieur, c'est notre regroupement qui devait donner la candidature. Et dans les regroupements, c'était spécialisé que c'était l'UDPS qui devait déposer la candidature. Donc nous pensons que tous les collègues vont nous soutenir, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Rappelons par ailleurs que ce fut un certain 14 janvier 2022 que Jean-Marc Kabunda Kabonde avait annoncé sur son compte Twitter sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale après qu'il ait déposé sa lettre de démission officiellement le 31 mars dernier. Les principaux points qui ont animé l'entretien étaient de 3. Il y a le premier point relatif à la paix, surtout la paix à l'Est. Le deuxième point, nous avons parlé de diplomatie parlementaire. Le troisième point, nous avons parlé du développement en général, précisément le programme 145 territoires. L'objectif principal, bon, c'était d'abord le soutien à sa personne, parce que nous avons estimé que il y a risque qu'il y ait déstabilisation de l'institution à travers lui. Il nous a parlé de la chose, mais la chose n'est pas encore concrétisée. Voilà pourquoi nous avons muté notre entretien à ces 3 points dont je viens de vous parler. Ça a toujours été notre habitude, nous l'avons toujours soutenu depuis longtemps.
Ici, peut-être, nous pouvons parler du renouvellement de notre soutien, de l'assurance de notre soutien, parce qu'il fallait rassurer que notre soutien n'est pas négociable. Non, il n'y a personne parmi nous qui aurait signé la fameuse pétition qui n'est pas encore visible. Nous n'en connaissons même pas le contenu. Une pétition en cours contre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Mais finalement, depuis que Félix Tshisekedi est là, nous vivons des choses qu'on n'avait pas encore vues dans ces pays. Bon, d'aucuns diraient les choses de chez nous. Certains parleraient du théâtre de chez nous. Mais... Exactement, c'est ce que l'opinion dit. Oui, mais parce que on a bousculé des choses qui sont réelles depuis le début. Une majorité, ça se constate quand? À l'ouverture d'une législature. À l'ouverture. Oui, mais lorsque les gens sont votés, ils doivent aller jusqu'au bout de la législature. Voter et certains nommés? Nommer, ça c'est les discussions des salons, les discussions des bars et des matangas. Mais en réalité, lorsque la CENI proclame des gens et confirmé par la Cour constitutionnelle, c'est cela, ce qui est officiel. Il faut garder cet état de choses jusqu'à la fin. Lorsqu'on bouscule tout en cours de chemin, on change les jeux, ça biaise tout. Conclusion, on a des problèmes avec les cours parlementaires, on a des problèmes pour vous faire voter des textes, on a des problèmes sur la loyauté des gens, on a des problèmes pour la stabilité même du bureau. Entre les déclarations que vous venez de suivre et ce qui s'est vu au quotidien, c'est les jours et la nuit. Moi, je pense que notre pays n'a pas besoin de ça. C'est que je vous dis de la distraction. Parce que ce théâtre qui s'est fait au niveau de la ville de Kinshasa, dans la capitale, aller à l'intérieur du pays, sortez de Kinshasa, aller ici à 20 km de Kinshasa. Vous allez voir la misère de la population. Est-ce normal qu'un député touche plus de 10 000 $, qu'un fonctionnaire, qu'un policier n'a même pas une tenue renouvelée? Ça devrait quand même poser un problème de l'équipement de nos fonctionnaires. Mais on nous a longtemps parlé de réduire le train de vie des institutions. Oui, mais Kabound en avait parlé en son temps. Certains élus ne sont pas d'accord avec ça. Bon, la culture de la consommation, elle est ainsi faite. Quand Matatampo nous dit « je ne reçois pas la palissade », ça fait tollé général au niveau du Sénat. Tous les sénateurs avaient voulu, malgré qu'ils avaient d'autres véhicules. Certains étaient des ministres pendant longtemps, mais ils ont quand même voulu avoir une Jeep supplémentaire. Si vous allez dans leurs fiefs respectifs, il n'y a même pas un petit pont. Mais ils préfèrent avoir 5, 10 Jeeps ici à Kinshasa, chez lui et à sa maison. Et que quand il va à l'intérieur du pays, il amène quelques t-shirts, quelques bières, un peu de sacs de foufou pendant 3 jours. Mais il se réclame élu de ce coin-là. Est-ce qu'il représente objectivement même la base qui les envoie là-bas? Je ne pense pas. D'où une certaine culture politique, de redevabilité et de service public. Et à quand cette culture? Moi, j'enseigne à l'université, j'enseigne aux journalistes, et je leur dis ce qu'ils doivent avoir comme démarche. Moi, je m'interdis aujourd'hui sur Télé 50 de faire de la propagande gratuite pour des gens qui viennent après les vacances parlementaires. Il a envoyé Kinshasa pendant 3 ans, il n'a jamais été dans son fief. Et les vacances parlementaires, il s'envole pour l'étranger. Oui, oui. Vacances parlementaires, il va à l'étranger. Il va à Dubaï, il va... Et quel est le rapport qu'il dépose? Parce qu'ils doivent déposer quand même un rapport. Mais il envoie le suppléant, il envoie... En général, le suppléant, ce soit sa femme, son fils ou quelqu'un de sa famille qui va là-bas au village, qui donne quelques présents. On fait des images, souvent pâles, filmé par soi-même, mal monté, et puis on amène à Kinshasa, voilà mes vacances parlementaires diffusées. Moi, je refuse de diffuser ces choses. Jean-Marie Kassamba, résoudre le problème de la République démocratique du Congo pour le décollage du pays, c'est changer la Constitution, comme le soutiennent certaines personnes? Faux. La Constitution, c'est un texte. On peut l'améliorer, on peut l'amender. Mais fondamentalement, nous avons une très bonne Constitution. Certains disent que la Constitution ne tient pas compte de réalité, on a fait du copier-coller.
Bon, quelles sont ces réalités? Est-ce qu'on a une république? Oui. Indivisible? Oui. Laïque? Oui. On a une république qui tient compte de tout le monde, y compris des femmes. 30% qui doivent occuper des postes à responsabilité. C'est ce que Joseph Kabila avait mis en place. Il faut faire de cette constitution l'ossature de notre texte fondateur. On ne doit pas venir y apporter, on va dire, des transformations radicales juste pour le plaisir. Parce qu'en réalité, le texte lui tout seul ne peut rien apporter. Mouzé a géré avec son degré 003, avec une quinzaine de points ou d'articles. Mais il commence à faire des choses. Quand Kassavou est arrivé, il y avait la loi fondamentale. Il a fait des choses. On ne peut pas continuer à penser dans ce pays que tout est texte. Non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est le mental. C'est le fonctionnement. C'est l'amour du drapeau. C'est l'amour. Mais toutes ces personnes, lorsqu'elles s'expriment, elles font voir à la population qu'elles ont l'amour de la RDC. C'est la duplicité, madame. Constatez ce que disent les gens et ce qu'ils vivent au quotidien. Regardez les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Entre les communiqués que vous voyez et la vie au quotidien de ces gens, c'est le jour et la nuit. Allez, je vais un peu faire digression. Les gens qui sont censés gérer les âmes, les hommes d'église, d'abord, ils implantent dans la population la culture d'improductivité. Comment ça? Du lundi à dimanche, vous réunissez les gens dans votre chapelle, des heures et des heures, ils sont assis, vous êtes en train de lire des versets de la Bible et de faire des commentaires alambiqués. Là, vous parlez des hommes d'église. Oui, oui, mais quand est-ce que ces gens vont travailler pour produire? Pour leur famille, pour eux-mêmes. La Bible elle-même, elle dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et ces gens-là, ils vont manger comment? Et vous prenez même le peu que ces gens ont comme dîme ou comme contribution à votre on va dire, train de vie. En plus de cela, les scandales, les sextapes, les conflits, les colibés, entre ces gens qui sont censés encadrer les masses. Mais hier, lorsqu'il y avait des problèmes, tout le monde courait vers les hommes d'église, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. Mais c'est parce que la société a connu un coup fatal. Et qui va maintenant changer les choses ou réunir tout le monde? Des leaders d'opinion éclairés. Des leaders d'opinion éclairés. Oui, des leaders d'opinion qui sont un tout petit peu sensibilisés par le bien commun, sensibilisés par la justice, et ils viendront d'où? Le principe. Il y en a dans notre société. Est-ce que Lumumba est un extraterrestre? C'est un Congolais. Oui, c'est un Congolais. Vous êtes en train de parler avec un Congolais. Bien sûr. Parfois, certaines choses... Même si on dit qu'à un moment, on a dit que Jean-Marie Kassamba, c'est un Français. Hein. Et vous l'avez vous-même dit. Hein. Madame, je vous dis, 70% de ceux qui voyaient dans les institutions ont la double, triple nationalité. Allez au cabinet du président de la République, il n'y a que ça. Donc, moi, je suis moins hypocrite que la majorité. C'est ça la duplicité dont je vous parle. Si vous allez à la DGM et vous posez la question lorsque les gens voyagent, ils voyagent comment? Surtout quand c'est dans des pays où pour trouver des visas c'est difficile. Il arrive à la DGM, il change de veste. Il change de veste. Oui, c'est-à-dire qu'on l'appelle là-bas Bilo Konzoto. Ok. Et c'est la duplicité. Et tous vivent comme ça. Quand on nomme des gens, si c'est votre affinité, on oublie, on fait fi de cela. Quand on a envie d'embêter quelqu'un d'autre, on dit non, 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 il a la nationalité, etc. C'est de l'hypocrisie. Et sur ce point-là, Félix Tshisekedi a raison. Et il a dit que lui, il va changer effectivement ses dispositions pour permettre aux gens de vivre honnêtement. Et c'est ce qu'il faut. Oui, il faut vivre honnêtement. D'ailleurs, c'est une richesse d'avoir plusieurs nationalités. Pourquoi? Parce que, comme Israël, comme les États-Unis, comme les Français, vous avez la possibilité de puiser dans d'autres cultures, de voyager librement, d'avoir des accès, etc. Et visiblement, on peut dire que Jean-Marie Kassamba n'est pas d'accord avec la loi Tchani. D'abord, c'est insensé. Je lui ai toujours dit, je l'ai reçu d'ailleurs sur mon plateau, pour qu'il nous dise exactement sur quoi est basé tout ceci. Mais je ne pense pas que ça venait de lui. Je pense que c'était un peu populiste. Voilà, il a disparu complètement de la circulation parce que c'était quelque chose... Il s'est reposé. Parce qu'il travaillait entre-temps.
Non, le plus difficile, c'est de faire des choses concrètes. C'est quoi les choses concrètes? De se poser les bonnes questions et d'avoir les vraies réponses. Les vraies réponses, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut de notre pays? Comment faire pour se faire respecter? Comment faire pour produire plus? Comment faire pour que ce pays soit compté parmi des puissances? Et ça, il faut le savoir. Est-ce normal, vous allez à l'école aujourd'hui, vous trouvez que des jeunes ont un niveau lamentable à l'université? Lamentable. Moi, j'enseigne à l'université. Pas plus que hier, j'ai corrigé les copies des examens des étudiants de 3e année graduat, de première année de licence. Lisez ces copies. C'est catastrophique. Il y a une école de formation ici, IFASIC. Souvent, les étudiants disent, oui, mais M. Jean-Marie, il ne nous accueille pas beaucoup là-bas comme stagiaire. Mais bientôt, je vais enseigner là-bas. Quand j'ai des stagiaires qui viennent de l'IFASIC, c'est catastrophique. Mais c'est problématique pour faire, ne serait-ce que ce que vous êtes en train de faire, une émission avec un questionnaire, vous parlez un français correct, avec une maîtrise de la caméra, etc. C'est problématique. Pourtant, elle a une licence, elle a un graduat. Et après, à Longuinaye. Oui, à Longuinaye, la culture des toges et de la poudre blanche. Petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre rendez-vous de ce dimanche. Mais cette question, le débat est déjà ouvert à l'Assemblée nationale, la réforme de la loi électorale. Que faut-il aujourd'hui faire pour avoir un débat sans calcul politique? Bon, le calcul politique n'est pas mauvais. On peut le faire, mais on peut le faire aussi d'une manière honnête. Un débat sans le front commun pour le Congo. Oui, mais à l'air corps défendant, ils défendent un peu le principe. Hein. Je pense que ils avaient, un peu dans la logique de l'ancienne opposition. Ils avaient leur majorité, on les a siphonnés leur majorité. Et ils ont toujours, dès le début, comme Fayoulou, réclamé que les choses soient faites à la régulière, comme les catholiques, comme les protestants. Ben, ça revient. Entre-temps, les choses avancent. Oui, mais ça avance en boitant. Aujourd'hui, les G13 sont revenus. Il y a maintenant tous ces débats sur les consensus. Les ambassades commencent à s'inviter au débat. Lorsque les prémices sont mal jetées, on risque d'avoir un processus assez contestable et les résultats les seront tout autant. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je ne pense pas. Vous l'aviez dit, c'est bien aussi de faire des calculs politiques. Et pourquoi? Oui, parce que la politique, c'est la stratégie. Mais il faut faire la stratégie avec moins des canards boiteux, moins de dysfonctionnement patent, moins d'incongruité et moins de choses qui choquent, qui énervent, y compris la population. Est-ce que vous pensez que Kabound, là où il est assis, il est à l'aise? Pas du tout, hein? Non. Et surtout que lui-même avait réclamé... Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce que ce qui se passe à l'IDPS aujourd'hui, est-ce que c'est correct? Quid? Ayons une démarche plus ou moins correcte. Je ne dis pas... Ça, c'est une interpellation. Parce que la politique, c'est aussi... Allez, les crocs en jambes, la stratégie, etc., ça se passe comme ça partout. Mais avec quand même un soubassement régulier. Madame, Messieurs, place au dernier dossier de ce magazine. Acte 1, le porte-parole général des interfédérales de l'UDPS ne voudra pas qu'on attribue à son secrétaire général de phrases tordues. Certaines opinions malveillantes diffusent au travers les médias de l'échec du projet de société de l'UDPS à mi-mandat de fonction de son Excellence Monsieur le Président de la République. D'aucuns vont plus loin à coller ces propos au secrétaire général de l'UDPS qui aurait dit des problèmes que nous avons n'ont pas permis de faire ce que l'UDPS avait comme projet. Mais c'est quoi au juste la vérité selon Augustin Kabouya? Dans le cas de figure avec moins de 10% des députés à l'Assemblée nationale, l'UDPS était contrainte à faire alliance politique avec d'autres partenaires en vue de la collégialité de gestion de la chose publique. Il s'en découle
l'obligation d'harmoniser les différents projets de société avec les partenaires, car chacun a des agendas sur la vision politique. D'où le résultat perceptible en positif ou négatif du gouvernement, qui est de la responsabilité de l'Alliance et non particulièrement de l'UDPS. Quoi qu'il en soit, le bilan à mi-mandat de Félix Tshisekedi est largement positif. L'état des droits où la liberté d'expression est rétablie. La gratuité de l'enseignement primaire. L'amélioration des salaires des fonctionnaires de l'État, militaires, policiers, jusqu'à 40%, et des enseignants à plus de 50%. La neutralisation des forces négatives à l'est du pays par l'instauration de l'état de siège. La stabilisation macroéconomique de l'érosion monétaire. La paix sociale intercommunautaire. Le rayonnement diplomatique. En croire la déclaration de maître Didier Kondo-Pagna, l'UDPS sous le leadership d'Augustin Kabouya s'organise en interne pour avoir aux prochaines élections une majorité parlementaire pouvant lui faire appliquer son projet de société pour le bien-être du peuple congolais. Une année après la mise en place du gouvernement Sama Lukonde, Emmanuel Collet, président national du collectif des ONG de droits de l'homme, pense que son bilan est négatif. Pour ces défenseurs de droits de l'homme, la justice congolaise est entachée de plusieurs irrégularités, ce avant de brosser un tableau sombre sur le social des Congolais. Depuis que le Premier ministre est nommé, la justice dans l'irrégularité totale. Les jugements qui devaient être prononcés, les délais constitutionnels, ils ne sont pas respectés. Les arrestations arbitraires continuent, l'emprisonnement illégaux, décès dans plusieurs prisons, on ne compte pas. Nous avons aussi constaté que les produits de première nécessité commencent à hausse. Le pain qu'on a acheté à 500, aujourd'hui 750, le transport de 500, les chauffeurs eux-mêmes, ils ont fait les prix 1000 francs. Joseph Désiré Makwando, rapporteur du collectif des ONG de droits de l'homme, lui propose la décentralisation de tous les secteurs pour la bonne marche du pays. Pour la réussite, il faudrait que toute la population, tout le monde s'implique. Et comment s'impliquer? Je venais de dire, on avait mis en place un mécanisme de la participation, c'est-à-dire le budget participatif. C'est-à-dire, de commencer d'abord par décentraliser les secteurs, transférer les compétences chez ces gens-là, permettez les termes où on ne voit rien du tout, le gouvernement central, le pouvoir central, pas seulement les Sama Lukonde, mais tous ces gens-là qui gèrent au niveau central, où on ne voit absolument rien, il n'y a que des détournements et des détournements. Il faut transférer ces compétences-là au niveau des entités territoriales décentralisées. Comme ça, les autorités locales puissent gérer et que la population fasse les contrôles citoyens. Pour rappel, c'est depuis le 12 avril 2021 que le gouvernement Sama Lukonde a été rendu public. Dans son discours, quelques heures après la mise en place de son équipe, Jean-Michel Sama Lukonde avait promis de faire de la sécurité, la santé, l'économie et la justice sa priorité. Les ONG de droits de l'homme dressent un bilan largement négatif de la gestion de l'actuel gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces ONG? Écoutez, moi, l'idée que j'ai des ONG congolaises est très négative. Ces ONG, objet souvent des chantages par rapport aux gouvernants, à plusieurs reprises, ne prennent pas souvent la part du peuple. Pourquoi? Parce que ceux qui les financent n'ont pas pour préoccupation le bien-être de la population congolaise. C'est tout simplement de la manipulation des esprits faibles pour se maintenir, pour paralyser le fonctionnement d'un État normal. Est-ce que aux États-Unis, il y a des ONG qui peuvent empêcher le gouvernement américain de prendre des décisions souveraines? Non. En France, ça n'existe qu'au Congo, il y a des ONG
dans les quartiers qui font parfois quelques manifestations. Les Gilets jaunes, par exemple, c'est un mouvement social, mais est-ce que ça empêchait Macron de faire ce qu'il voulait faire et ce qu'il a pu faire? Non. Malheureusement, les ONG de chez nous sont manipulées, financées à petits frais par les ambassades, par certaines organisations internationales. Elles aussi, derrière elles, des multinationales. Conclusion, ce sont souvent... leur position qu'elles donnent. Bien évidemment. Il y a eu dans ce pays, touche pas à ma constitution, il ne faut pas de troisième mandat, hashtag béni. Où sont-ils aujourd'hui? La justice congolaise, qui connaît des sérieux problèmes. Demandez aux magistrats, parlez avec les magistrats. Ils vont vous dire qu'ils ne sont pas tranquilles. Des interférences, des intimidations, des coups de fil. Le président de la République lui-même a dit qu'il interdisait à ses collaborateurs de faire ce genre de choses. Est-ce que ça s'est arrêté depuis? On ne sait pas. C'est une question qui reste en suspense. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, bien sûr, a déjà plus de 3 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Pas toujours d'élections locales. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut demander à la CENI, même l'élection ou les élections des gouverneurs posent encore problème. Pourtant, c'est partiel. Ce sont les élections, on va dire, indirectes. Liège n'est pas là, mais la province n'est pas citée parmi les provinces. Il n'y a pas que les là-bas, il y en a d'autres. Il y a le Bas-Congo, le Congo central, par exemple. Il y a énormément de Sankourou, par exemple. Il y a beaucoup de provinces qui sont en instabilité constante depuis. Parce que le chamboulement qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée nationale, on l'a prolongé au niveau des provinces. On a poussé des gouverneurs élus qui étaient en train de fonctionner normalement, d'adhérer à l'Union sacrée ou de partir. Qu'est-ce qu'on a donné comme résultat? Regardez à Kalemi, Tanganyika. Tous les projets de développement qui étaient en cours sont en léthargie. Il y a de la brousse maintenant partout, ça pousse partout. Le gouverneur est parti juste parce qu'il appartenait à la famille politique de Joseph Kabila. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit gérer le pays? Faire partir des personnes qui ont de bonnes idées pour développer le pays? Mais c'est la population qui se pose la même question. Est-ce normal d'avoir mis de côté Moïse Tchoukouya au niveau de l'UNPP après avoir fait le travail qu'il a fait? Est-ce normal qu'on ait fait partir le directeur général des Congo Airways qui avait déjà monté cette compagnie jusqu'à avoir des labels ISO qui étaient déjà pour parler avec Ethiopian, avec South African, avec... Aujourd'hui, où est Congo Airways? On a créé une nouvelle compagnie. Est-ce que c'était important de la créer? Mais pourquoi on crée une nouvelle compagnie alors qu'on a Congo Airways? Est-ce normal d'avoir Trans Academia lorsque Transco n'arrive pas à se stabiliser elle-même comme société, etc. Ce sont des questions fondamentales. Je ne sais pas. Ce sont des questions fondamentales sur le fonctionnement logique, le management optimal, de sorte que le résultat soit également exponentiel. C'est ça qui est plus important. Parce qu'on dit la fin justifie les moyens. On peut utiliser toutes les stratégies, mais il faut que, in fine, ce qu'on a comme résultat puisse donner satisfaction à la population. Si aujourd'hui, les gens avaient un bon salaire, que le coût de la vie était acceptable, que les infrastructures étaient là, et que, on avait dit, la méthode utilisée était la bonne. Mais est-ce que la population congolaise devrait attendre grand-chose avec l'avènement de Félix Tshisekedi? 5 ans seulement? Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que la population vit ce qu'elle vit. On est toujours... Allez, on a toujours les dirigeants qu'on mérite. Vous savez, on avait entendu dans ce pays beaucoup de discours. Il faut le changement. Joseph Kabila, Rwandais, il doit partir. Pas de troisième mandat. Il y a eu beaucoup de discours. On a tenté cette expérience de la transition, ou plutôt de la transmission pacifique, c'est une très bonne chose. Et je pense que les gens sont en train d'expérimenter un autre modèle.
Si effectivement en 2023 il y a élection, c'est à la population d'évaluer et de trouver des solutions. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que Jean-Marie Kassomba sera aussi dans la course pour les prochaines élections? C'est possible. Moi je pense que on ne doit pas toujours faire des analyses, il faut aussi proposer des démarches, dire à la population ce qu'on est capable de faire et le faire. Est-ce possible aussi pour Joseph Kabila? Mais il a fait ses 2 mandats, il a terminé, il est devenu un citoyen normal, il se balade avec sa voiture, sans fioriture, la Constitution ne lui interdit pas, il est devenu un citoyen lambda, il a une fonction honorifique qui s'appelle sénateur à vie, ça veut dire en langage simple que il n'a pas de Mais des juristes soutiennent qu'il n'a plus le droit de postuler. C'est des mauvais juristes. Il devient sénateur à vie, Jean-Marie Kassomba. Justement, il faut qu'il lise un tout petit peu les manuels pour savoir ce qu'on appelle sénateur à vie. Que disent les textes. C'est une fonction honorifique, comme docteur honoris causa. Joseph Kabila n'a pas de fief, il n'est pas, comment dire, régi par le règlement d'ordre intérieur du Sénat. Donc, il peut revenir dans la course en 2023. Il a toutes ses facultés et les textes lui reconnaissent tous les droits. De revenir en 2023. Mais il peut tout faire. Et quel article de la Constitution? Tous les articles, madame. Tous les articles. Madame, Messieurs, c'est pratiquement la fin de ce rendez-vous. Jean-Marie Kassomba. Il y a un internaute qui m'a demandé de vous poser cette question. Laquelle? Pourquoi toujours en chaussettes rouges? Ah, c'est un style. Qu'il aille sur Internet, qu'il pose la question. meschaussettesrouges.com, il va voir qui porte les chaussettes rouges, qu'est-ce que ça représente. Pour nous, c'est un style plutôt noble. Et ma foi, c'est un cachet personnel. Et c'est la fin de ce magazine. Vous avez oublié de dire quelque chose? Vous félicitez d'abord. C'est une bonne surprise de constater qu'à Kinshasa, on a des bons journalistes, femmes. Vous avez mené les débats avec beaucoup de compétences, beaucoup de fluidité, d'interactivité. Je pense que la presse de demain aussi, c'est cela. Moi, la presse que je professe de Kinshasa doit avoir des journalistes, pas qui butent, pas qui cherchent leurs mots, pas qui essayent de rafistoler, mais des journalistes aux normes. Les normes, qu'est-ce que ça veut dire? Broadcast, comme disent les anglophones, arriver à être opérationnel partout. Ici à Kinshasa, à l'étranger, comme j'ai les témoins à Radio France Internationale, à TV5, un peu partout, et venir à Kinshasa faire de la presse réelle. Pas la presse d'Internet avec un petit caméscope et raconter sa vie sans soubassement. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Et je pense que vous avez beaucoup d'avenir. Merci et c'est vraiment un plaisir de me retrouver sur ces plateaux avec vous. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Madame, Messieurs, je suis très sûre que vous avez aimé ce débat avec Jean-Marie Kassomba, patron de Télé 50 et Radio 50 et président de l'UNPC ville de Kinshasa. Merci de rester toujours fidèle à votre magazine Info 7. Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, notre magazine. Info 7, votre magazine. Restez fidèles à la chaîne haute définition. Malheureusement, je n'ai pas ma montre aujourd'hui. Au revoir.